Bonjour à tous. Mais je suis honoré d'être ici, donc merci pour cette invitation. Je vais vous parler effectivement de soufre et notamment des accumulateurs lithium-soufre. Je commence tout de suite avec justement cet élément soufre. Donc numéro atomique 16, il est placé juste sous l'oxygène dans la table périodique et c'est un élément qui est assez abondant sur Terre. Alors abondant, c'est relatif bien sûr, mais par rapport par exemple au cobalt ou au nickel, c'est vraiment conséquent, mais c'est rien du tout par exemple par rapport au fer, qui est un des éléments constitutifs les principaux de la croûte terrestre. Néanmoins, c'est illustré par la photo à droite. Voilà, le soufre, c'est extrait de manière conséquente, et notamment des exploitations de pétrole et de gaz. Moment Cocorico, il a été finalement découvert en tant qu'élément chimique par un chimiste français. Il est stable, comme on le voit aussi sur la photo, sous sa forme élémentaire. Donc voilà, donc c'est un stable sous sa forme élémentaire et il est disponible, du fait de l'exploitation du pétrole et du gaz, il est disponible sous sa forme élémentaire, directement utilisable dans des batteries et en grande quantité. Donc c'est ça un des éléments principaux et une des principales motivations de l'étude du soufre en tant que matériau pour les électrodes d'accumulateurs. Juste un petit point nomenclature pour les non-spécialistes, juste parce qu'on parle de soufre dans de nombreux domaines. En fait, on vient de voir une présentation notamment sur le soufre dans des électrolytes qu'on appelle sulfure, qui sont des thiophosphates, mais qu'on appelle de manière courte sulfure. Ici, on parle de soufre comme matériau actif dans une électrode positive. Voilà, patatras. Aussi en français, donc on met qu'un F à soufre et pas deux, sinon c'est le verbe souffrir et du coup c'est dommage de faire cette association. Juste quelques exemples d'utilisation du soufre dans l'électrochimie, notamment un des premiers exemples finalement qui est fondamental dans la découverte de l'insertion du lithium dans des matériaux lamellaires, c'est l'utilisation du TiS2 qui pour le coup est un sulfure métallique. Donc le TiS2 c'est un matériau lamellaire et on a découvert qu'on pouvait insérer du lithium entre les plans atomiques et du coup c'est un des premiers matériaux qui a été utilisé dans le lithium-ion et du coup ces découvertes, notamment c'était Stanley Whittingham qui a reçu un prix Nobel pour ses travaux. On a cité aussi rapidement l'existence du sodium-soufre qui est une technologie de stockage d'énergie stationnaire à haute température, avec l'utilisation là de deux matériaux qui sont abondants, disponibles et relativement peu chers, que sont le sodium et le soufre. Alors là, ça marche à haute température, ça veut dire que les deux composants sont à l'état fondu. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais c'est vraiment un vrai challenge technologique quand même. On a deux matériaux qui veulent réagir ensemble, on les met à l'état fondu, on les sépare par une couche d'alumine très fine. Bon voilà, et c'est fonctionnel, ça marche. Il y en a 5 gigawattheures a priori installés dans le monde, donc voilà, c'est top. Mais moi aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la technologie lithium-soufre. Donc le lithium-soufre, ça fonctionne à température ambiante. C'est un statut qui est R&D proche de l'industrialisation, et du coup, voilà, on n'est pas encore sur une technologie commerciale. Sur le fonctionnement, donc deux électrodes, comme dans tous les accumulateurs. On a une électrode négative qui est à base de lithium, souvent de lithium métal, et une électrode positive à base de soufre élémentaire, à l'état chargé en tout cas, et d'un électrolyte souvent à base d'éther. Vous avez ici une courbe de décharge typique du lithium-soufre, qui est composée de deux plateaux qui se situent entre 2 et 2,5 volts. La particularité vraiment du soufre, c'est le mécanisme qu'on appelle solide-liquide-solide, qui passe par, finalement, le soufre, c'est à l'état solide, à température ambiante. Le composé déchargé, qui est le Li2S, il est à l'état solide aussi. Et entre les deux, les polysulfures de lithium, ils sont solubles dans l'électrolyte. Donc on a ce mécanisme qui amène beaucoup de complexité dans ces systèmes solide, liquide, solide. En charge, on a le mécanisme inverse qui se passe avec une hystérèse. Donc cette réaction, elle mène à l'échange pour une molécule de soufre S8
de 16 électrons, donc ça mène à une capacité spécifique du soufre qui est vraiment grosse, qui est de 1672 mAh par gramme, à comparer avec les LMO qui sont de l'ordre de 2 à 300 mAh par gramme, et du LFP un petit peu en dessous. Voilà, on est vraiment sur des fortes capacités spécifiques, mises en regard du lithium qui a aussi une énorme capacité spécifique. Donc ça donne des possibilités d'atteindre des densités d'énergie massique au niveau cellules qui sont grandes, de l'ordre de 500 Wh par kilo. Et ça mène du coup à un intérêt pour cette technologie, pour des applications où la masse est le paramètre le plus important. Du coup, tout ce qui vole, tout de suite, on est intéressé par avoir des batteries avec des masses faibles où on peut stocker beaucoup d'énergie dans une masse faible. À noter que le lithium-soufre, par contre, est moins bon que le lithium-ion pour ce qui est du stockage d'énergie dans un volume donné. Les matériaux sont de densité relativement faible, le soufre et le lithium, et ce qui fait qu'en watt par litre, on est en fait en dessous du lithium-ion. Donc c'est vraiment la masse qui est avantageuse. Juste, il y a différentes dérivations de la technologie lithium-soufre, comme dans toutes les technologies de batterie. Donc, je vous ai présenté le lithium-soufre conventionnel avec le passage à l'état dissous des polysulfures de lithium. On parle de lithium-soufre quasi-solide, où en fait, le quasi-solide, là, dans ce cas-là, parle du mécanisme de conversion du soufre en Li2S qui se fait avec une dissolution minime des polysulfures de lithium dans l'électrolyte. Donc en adaptant l'électrolyte, on peut arriver à ce type de mécanisme. Et il existe aussi du lithium-soufre tout solide, où là la conversion du soufre en Li2S se fait à l'état solide, avec l'utilisation par exemple d'un sulfure en tant qu'électrolyte, cette fois-ci. Dans la littérature, en fait, le lithium-soufre, il a été découvert dans les années 60-70, donc à peu près en même temps que le lithium-ion. Par contre, on voit que son intérêt vraiment dans la recherche scientifique, il décolle autour des années 2010. Donc finalement, c'est assez récent, même si voilà, l'invention date vraiment. Mais par contre, le volume de recherche a vraiment augmenté, en tout cas dans l'académie, puisque là on parle de littérature scientifique, assez récemment. La localisation géographique est très très localisée sur la Chine au niveau de la recherche. Alors c'est pas relatif à la population, donc il faudrait peut-être faire un ratio, mais par contre, en France, on peut se comparer par exemple au Royaume-Uni, où, alors je me rends compte sur l'écran, on ne voit pas grand-chose, moi je vois mieux là, mais du coup, par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, qui sont des pays plus similaires à nous, en France, on fait finalement relativement peu de recherche sur le lithium-soufre par rapport à ces deux pays d'Europe ou à côté, disons. Pour ce qui est des brevets, finalement, on se rend compte aussi que ça a commencé un petit peu plus tôt. Il existe des brevets qui datent des années 90 et en fait c'est normal parce que dans l'industrie on ne fait pas forcément des publications, on fait des brevets et du coup les études commencent plus tôt, mais la forte augmentation de volume est identique que sur les papiers. Et là je me suis intéressé à voir quelles sont les entreprises qui brevettent le plus sur le sujet, et LG Energy Solutions notamment, et LG Chem dans une seconde partie, et l'entreprise qui est de loin qui détient le plus de brevets sur le sujet. On voit aussi dans cette liste apparaître des grands groupes asiatiques, notamment, et des universités chinoises. Donc vraiment encore une prédominance de l'Asie, avec Robert Bosch au milieu qui fait office d'exception. Alors il se trouve justement que LG Energy Solutions, ils ont publié ce post très récemment, là, il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Et dans ce post, ils annoncent en fait la commercialisation du lithium-soufre en 2027. Donc c'est demain, quoi. Et c'est intéressant parce que des effets d'annonce dans les batteries, il y en a toujours beaucoup. Ça vient souvent des startups qui ont besoin de communiquer pour attirer de l'investissement, etc. Là, on parle d'un grand groupe industriel
qui fait de la recherche dans lithium-soufre, on l'a vu de manière intense depuis longtemps, et qui annonce justement la sortie d'un produit commercial. Donc on peut prendre cette annonce au sérieux. Ils mettent une petite image, et j'en ai remis une à côté de ce type de véhicules volants que sont les HAPS, les High Altitude Pseudo-Satellites. Donc l'idée juste rapidement de cette application qui pourrait être un des premiers, les premières applications du lithium-soufre, c'est de remplacer l'envoi par une fusée d'un satellite dans l'espace. Là, on utiliserait un avion solaire autonome qui embarque toute l'électronique nécessaire à la télécommunication, par exemple, ou autre, et qui vole à des altitudes très hautes de l'atmosphère. Et du coup, cet avion, tant que la batterie survit, il peut rester dans la haute atmosphère. Donc l'idée, c'est qu'il se charge le jour et qu'il utilise ses batteries pour reprendre de l'altitude la nuit. Voilà. Donc, au passage, j'ai aussi recensé les quelques startups qui existent dans le monde sur le lithium-soufre. Il y en existe quelques-unes en Europe, Zion, Molion, Gelion. Donc il y a un nom là qui revient. Gelion qui est à la fois au Royaume-Uni et en Australie. En Australie, il y a aussi LIS Energy. Et aux États-Unis, j'en ai recensé 4. Après, il y en a peut-être d'autres, mais qui communiquent peut-être moins. Il y a la principale qui est Lighten, qui a accumulé le plus d'investissements et qui a annoncé en plus l'ouverture d'une gigafactory prochaine. J'ai plus les dates. Et puis il y a 3 autres qui sont plus petites, mais qui sont bien présentes aussi. Voilà, donc un milieu quand même très dynamique du lithium-soufre. Mais alors, pourquoi ça a traîné? Pourquoi on n'est pas encore sur un produit commercial, même si apparemment on n'en est pas loin? Donc, d'un point de vue technique, finalement, le soufre et le Li2S, qui sont les deux produits à la charge et à la décharge, c'est deux éléments qui sont isolants électriques. Donc, il faut forcément réduire leur taux dans l'électrode et rajouter beaucoup de carbone pour pouvoir les connecter électriquement. Ensuite, il y a des fortes variations volumiques issues de cette transformation du S8 en Li2S, de l'ordre de 75%. Donc on n'est pas au niveau du silicium, mais c'est quand même très important dans une cellule quand on va avoir 75% d'expansion volumique dans une électrode. Ça crée énormément de contraintes. Tout ça, ça limite l'utilisation de la matière active. Donc ça, c'est à la cathode. Ensuite, à l'anode, donc à l'électrode négative, le lithium, comme vous l'avez vu précédemment, c'est un matériau qui est très complexe à gérer du point de vue de la dissolution et de la précipitation du lithium à sa surface. Il forme de la mousse de lithium, du lithium de haute surface spécifique, voire des dendrites dans certaines conditions. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a une perte irréversible de lithium en fait, au cours du cyclage, et ça crée une mort prématurée des cellules. Le lithium, c'est très réactif, avec les électrolytes utilisés, avec potentiellement les polysulfures en solution. Donc là encore, on a des pertes irréversibles de matériaux actifs au cours du fonctionnement des cellules. L'électrolyte, qui est un élément vraiment majeur dans le cas du lithium-soufre, du fait que dans le lithium-soufre conventionnel, on vient dissoudre la matière active dans l'électrolyte. Du coup, son rôle est encore plus important que dans les cellules lithium-ion. Le fait qu'il dissolve en partie le soufre et les polysulfures de lithium, ça peut mener à de l'autodécharge. Donc ça veut dire au stockage, la cellule perd du potentiel et de la matière active. Une perte irréversible de matière active du fait de la réactivité entre les matériaux, avec le lithium notamment, et puis un effet navette. Donc une fois qu'on a solubilisé les polysulfures dans l'électrolyte, l'effet navette redox, en fait, c'est les polysulfures de lithium qui vont circuler entre les deux électrodes et transporter des charges, et c'est un effet qui est en compétition avec la charge de la cellule. On essaye de charger la cellule, mais en fait, ce qui se passe, c'est juste de la diffusion d'une navette redox je vais arrêter de taper ce micro. Une diffusion de navette redox dans l'électrolyte, donc qui empêche finalement la charge de la cellule. Du coup, pour empêcher ça, on utilise un additif qui est le LiNO3, et ça marche bien, mais sauf que le LiNO3, il amène ses problèmes avec lui, comme souvent, quand on trouve une solution, il y a toujours des problèmes associés.
Il est consommé un petit peu au cours du cyclage, donc il faut en mettre en grande quantité. Et puis, il produit un peu de gaz à haute température, donc ça limite la plage de température d'utilisation des cellules. Et puis, comme je l'ai dit, voilà, la quantité d'électrolyte, elle est critique pour la densité d'énergie, comme dans toutes les cellules. Et dans le lithium-soufre, vu qu'on a des densités des électrodes qui sont faibles, l'électrolyte, il peut compter pour jusqu'à 50% de la masse d'une cellule. Donc, c'est énorme. Donc, pour atteindre la haute densité d'énergie, on peut jouer sur pas mal de paramètres, comme souvent dans les batteries. Donc, ici, je les ai listés. Donc, la capacité surfacique des électrodes, évidemment, donc l'épaisseur des électrodes, le taux de soufre dans l'électrode. Je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre que du soufre, évidemment, il faut de la conductivité électronique, il faut de la tenue mécanique, donc il faut un liant. L'excès de lithium, je vous ai dit que le lithium il se consommait au cours du cyclage, donc il faut en rajouter un petit excès, et du coup il faut gérer cet excès pour atteindre la haute densité. Le volume d'électrolyte, je l'ai mentionné. Et puis les performances, évidemment, il faut bien utiliser la matière active efficacement pour atteindre les hautes densités d'énergie. Donc ces cartographies, elles montrent un petit peu les relations qu'il peut y avoir entre la couleur, c'est la densité d'énergie. Donc sur celle du haut, il faut aller vers le rouge pour atteindre les 500 Wh par kilo. Pour ça, il faut avoir à la fois une très bonne utilisation du soufre, donc des milliampères-heure par gramme de soufre qui sont hauts, pour s'approcher de la capacité spécifique théorique du soufre, tout en ayant des électrodes qui sont épaisses, avec du coup beaucoup de matière active et une complexité d'accès à cette matière active. Pareil pour la quantité d'électrolyte. Donc pour atteindre les 500 Wh par kilo, qui sont cette fois en jaune en bas à droite, il faut réduire au maximum la quantité d'électrolyte, tout en gardant bien sûr une électrode épaisse et des performances très bonnes. Donc c'est là tout le challenge de cette technologie. Juste un exemple ou quelques exemples à la fois personnels et dans la littérature. Donc le premier, il vient de Oxys Energy, qui est une entreprise dans laquelle je travaillais, une start-up anglaise qui a maintenant malheureusement disparu, mais à l'époque, on avait réussi à démontrer qu'il était possible de faire des cellules de 450 Wh par kilo. Donc vous voyez qu'on s'approche vraiment de ce qui était annoncé pour le lithium-soufre, et de la faire cycler de manière réversible sur plusieurs dizaines de cycles. Et ça sur des cellules d'une vingtaine d'ampères-heure à température ambiante et à C/10, qui est, si on regarde les applications de type HAPS, les pseudo-satellites, c'est tout à fait raisonnable. Donc ça, c'était en 2020. Alors vous voyez, on a parlé de l'importance de la cyclabilité. Pour l'instant, on n'est qu'à quelques dizaines de cycles. Donc comparé aux cellules sodium-ion de Tiamat, ça n'a absolument rien à voir. En fait, on est diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'en sodium-ion, on avait une très grande cyclabilité, très grande puissance et finalement une densité d'énergie relativement modérée. Là, on est surtout l'inverse. On maximise la densité d'énergie, mais du coup, on pénalise les autres paramètres. Dans cet exemple d'une équipe chinoise, ils ont, eux, réussi à atteindre les 500 Wh par kilo. Donc ça, c'est une publi assez récente. Et vous voyez que, par contre, ils n'ont pas réglé le problème de cyclabilité. Ils restent à quelques dizaines de cycles, à 500 Wh par kilo, ce qui est quand même exceptionnel. Un petit peu précédemment, donc j'aime bien cet exemple qui, pour moi, est un des résultats probants dans la technologie récemment, et d'ailleurs qui a donné lieu à la création d'une des startups européennes du lithium-soufre. C'est là, ils ont réussi à faire des cellules au-delà de 400 Wh par kilo, au-delà de 700 Wh par litre. Alors il faut voir dans le calcul exact de ce qu'ils ont pris en compte, pas pris en compte dans la cellule, est-ce qu'ils ont optimisé, etc. Mais bon, voilà. Ça reste quand même très très bon. Et non optimisé, ça reste de la R&D, etc. Et là, il y a de la cyclabilité. Alors, c'est que, entre guillemets, 200 cycles, mais c'est un très, très bon début pour ces niveaux de densité d'énergie. Donc, le LIS commence à fournir des performances intéressantes et effectivement, on comprend mieux comment des entreprises comme LG peuvent annoncer qu'éventuellement, s'ils ont des clients derrière, ils peuvent éventuellement commercialiser cette technologie. Alors, je vais revenir un petit peu à quelque chose qu'on fait plus traditionnellement au début de présentation, mais
Sur la suite, je vais présenter juste quelques slides sur des travaux qui ont été réalisés au CEA et au LITEN. Et du coup, je vous représente mon institution, donc le LITEN. Le LITEN, c'est la partie finalement énergie renouvelable du CEA. On travaille sur le photovoltaïque, les batteries bien sûr, l'hydrogène, la partie système et puis les matériaux. On est à environ 1000 personnes entre Grenoble et Chambéry principalement, et on a la particularité de travailler à la fois assez traditionnellement de manière académique avec des financements académiques européens ou nationaux et avec des financements directs d'industriels avec qui on aide finalement à réaliser leur R&D. Donc on a une plateforme batterie qui commence à dater. Il y a eu un exemple sur le sodium-ion tout à l'heure. Dans une saladine de grande taille, on a la chance d'avoir vraiment un outil de travail qui est assez exceptionnel, avec de nombreuses voies de cyclage, des possibilités de travail sur des matériaux de l'échelle du gramme au kilogramme. Alors ça ne va pas bien sûr à la tonne, mais on est jusqu'à l'échelle du kilogramme. Et pareil, au niveau cellules, on a une échelle, disons, pilote ou pré-pilote qui permet de faire des éléments représentatifs de plus gros éléments. Et donc, sur le lithium-soufre, les études au CEA, elles ont commencé en 2008. Donc, vous voyez, par rapport à la littérature scientifique, c'était assez pionnier. Par notamment des études de compréhension des mécanismes. Alors là, il y a quelques exemples avec l'utilisation de la DRX opérando dans des cellules pour essayer de comprendre l'évolution des parties cristallines dans la cellule pendant son cyclage. On a aussi utilisé le SRF, donc un synchrotron, pour essayer de mieux comprendre les parties, la disparition du soufre dans l'électrode et sa réapparition, ce genre de mécanisme. On s'est très rapidement intéressé dès les premières années à faire des prototypes représentatifs, justement, avec ces fameuses cellules 18650 ou des pouch cells qui, eux, sont des sachets souples, avec des cellules de l'ordre de l'ampéreur qui permettent de démontrer la capacité de scale-up de la technologie. On a travaillé aussi sur des cathodes à base de Li2S, donc le matériau finalement réduit, déchargé du soufre. L'intérêt de partir de ces matériaux-là, c'est qu'on peut envisager de ne pas utiliser le lithium comme matériau d'électrode négative. On peut utiliser un matériau d'insertion comme le graphite ou un matériau ou d'autres matériaux qui sont plus communs. Et ça permettrait de résoudre certains des problèmes des batteries lithium-soufre. Bien évidemment, comme toute solution, ça apporte d'autres challenges. On a travaillé aussi sur des systèmes où on apporte la matière active directement dans l'électrolyte. Le soufre et les polysulfures sont solubles dans les électrolytes, alors pourquoi pas les mettre directement sous forme de polysulfure et les précipiter dans l'électrode positive in situ lors de la première charge. Et ça c'était fait avec des nanotubes de carbone, des forêts de nanotubes de carbone, et ça marchait pas trop mal. Plus récemment, on s'est tourné vers finalement une des clés pour nous du fonctionnement du lithium-soufre, qui est plutôt le côté lithium, avec des études de modèles sur le stripping, plating du lithium dans le lithium-soufre, et puis dans la partie tout solide, sur l'interface lithium-argyrodite, qui est clé aussi dans le fonctionnement des technologies tout solides en général, mais lithium-soufre aussi. Et puis, on se tourne assez franchement vers ces deux aspects de la technologie lithium-soufre qui, pour nous, représentent un petit peu l'avenir finalement de la technologie, qui sont le quasi-solide que je vous ai présenté tout à l'heure, où grâce à l'utilisation d'un électrolyte particulier, on empêche la dissolution des polysulfures dans l'électrolyte. Et le tout solide, où là, la dissolution est carrément impossible, en tout cas quand on utilise une céramique, et où la conversion du soufre se fait en phase solide. Donc c'est vers ces deux aspects de la technologie qu'on tend à se tourner dans nos recherches aujourd'hui. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc pour ce qui est des conclusions, pour résumer, le soufre, c'est un matériau qui est abondant, qui est peu onéreux du coup,
et non toxique sous sa forme S8 élémentaire. Donc il permet d'atteindre des très hautes densités d'énergie, et on a vu que ce n'est pas que des annonces, il y a vraiment des cellules qui existent et qui ont démontré cette haute énergie. Donc le CEA et le LITEN participent activement dans le développement de cette technologie. Et on voit qu'il y a carrément de la commercialisation qui est annoncée maintenant dans les années à venir. Donc il est possible qu'on voit prochainement des applications de niche, avec un gros chien ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas de niche, probablement au départ, pour cette technologie lithium-soufre. Voilà, donc j'ai fait le tour, merci.